arriver, c'est un beau cadeau. Un collectif déjà de 4 auteurs, donc ils vont se présenter chacun, ils ont chacun un apport à cette série très différent. Marie comme conceptrice, éditrice, Maëlys qui est journaliste, donc voilà, et 2 auteurs, enfin écrivains qui écrivent plus classiquement pour nous, mais c'est vrai que c'est une équipe comme on n'en a pas souvent, et ça donne une ampleur à ce projet qui compte beaucoup pour nous chez Nathan. C'est vrai qu'on a eu le projet, je crois, c'était en juin 2018, il me semble. Et voilà, c'est arrivé un beau cadeau, comme je disais, pour nous, avec déjà toute l'ambition, l'équipe très très motivée, et puis cette envie de parler aux ados et aux jeunes adultes des sujets de société, des sujets d'actualité, de l'écologie, de l'environnement, des problèmes sociaux, mais en faisant des vraies fictions et avant tout des vrais romans et des bons romans. Donc c'est un challenge qu'on a souvent en tant qu'éditrice quand on fait notamment du roman ado. C'est bon, voilà, on a envie de porter des valeurs, de parler de sujets importants, mais il faut avant tout faire des bons livres, parce que si on fait un pensum, ça fonctionne pas, et les envies, et les idées, les valeurs des auteurs sont pas bien transmises. Et là, on sentait qu'avec cette équipe-là, ça allait pouvoir fonctionner. Et voilà, ça fait presque 2 ans qu'on suit ce projet, et que voilà, on le voit éclore maintenant en librairie, et d'après nous, il tient toutes ses promesses. Donc on va vous expliquer comment, enfin, les auteurs et autrices vont vous expliquer comment ils ont travaillé, quelles étaient leurs ambitions avec le collectif Blackbone. Je passe la parole à Marielle, qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre. Je vais vous laisser commencer avec peut-être le début du roman, une première lecture, pour que tout le monde soit dans l'ambiance. Alors, il s'agit du tout début du roman, donc de Coltan Song. Ça se passe à Yagbia, en Sierra Leone, en février 2000. À plat ventre dans la poussière, Irène tremble de tous ses membres. Une main collée sur sa bouche pour étouffer ses gémissements, elle rampe sur la terre battue. Restée dans l'ombre pour ne pas mourir. Son appareil photo équipé d'un lourd téléobjectif tressaute sur son dos et lui écorche les côtes. Dans la nuit, des coups de feu retentissent à intervalles réguliers, accompagnés d'éclairs de lumière blanc qu'elle aperçoit par la porte légèrement entr'ouverte. Quand l'assaut a commencé, Irène a tout juste eu le temps de se réfugier dans ce hangar de tôle ondulée. Cette mission était risquée, elle le savait. Le risque est au cœur de son métier, et elle a choisi cette vie en toute connaissance de cause. La bonne cause, probablement la meilleure qui soit. Pourtant, à cet instant précis, elle se dit qu'elle est allée trop loin, qu'elle a voulu en faire trop. Mais ses regrets ne sont rien face à la peur qui l'étreint et croît à chaque détonation. Des cris, certains très brefs, d'autres qui se prolongent en hurlements atroces. Des éclats de voix autoritaires, des ordres aboyés, le bruit de courses effrénées et sans doute vaines. Avec la distance, Irène ne perçoit pas clairement ce qui se dit, mais elle le devine. Ces paroles renferment des promesses de violence et de sang, de souffrance et de mort. Elle se bouche les oreilles, elle ne veut pas entendre ça. Ce n'est pas la première fois et cependant, elle ne s'y habitue pas, elle ne s'y habituera jamais. Elle pense à Peter, qui l'a poussée hors de son baraquement à la première alerte, l'exhortant à se mettre à l'abri. Peter, directeur d'un orphelinat paumé au cœur de la Sierra Leone, qui s'acharne jour après jour à offrir à des gamins censément sans avenir les moyens d'avancer malgré tout. Peter et son sourire, sa voix grave et posée, son regard pétillant d'intelligence, ses idéaux, sa détermination. Peter et ses mains noires et chaudes qui, quelques instants plus tôt, couraient encore sur le corps d'Irène. Tandis qu'elle allait se réfugier dans ce hangar, il s'était lancé vers le cœur du village, au mépris du danger. Où est-il à présent? Est-il encore en vie? Par un large trou dans la tôle encore brûlante du soleil de la journée, Irène distingue le disque aveuglant de la lune presque pleine. Elle éclaire d'une lueur crue le sol poussiéreux du village et les rares grands arbres. Autrefois, ici, il y avait des forêts luxuriantes. Les conflits armés et l'exploitation des richesses minières ont massacré la région. La région et, bien entendu, ses habitants. Soudain, une silhouette massive apparaît dans le champ de vision d'Irène. L'homme lui semble immense. Il ne court pas. Au contraire, il y a une sorte de nonchalance dans sa démarche. On dirait même qu'il se promène, indifférent au massacre qui se déroule autour de lui. Tandis qu'il approche du hangar, Irène retient son souffle, risquant seulement quelques coups d'œil dans sa direction, de bas en haut. Ses pieds, chaussés de grosses bottes à lacets, le pantalon kaki aux multiples poches qui semblent remplies de lourds objets,
La ceinture chargée d'outils ou d'armes. Elle distingue un gros couteau de chasse. La chemise camouflage et le gilet brun par-dessus. L'homme avance vers la porte entr'ouverte de son refuge. Maintenant, il est tout près. Malgré le danger, Irène ne peut le quitter des yeux, fascinée. Elle aperçoit son visage blanc, presque blafard dans l'éclat de la lune. Sur ses lèvres flotte un sourire déplacé, entre ironie et cruauté blasée. Dans sa main droite, il tient un pistolet. Il pose la gauche sur la poignée de la porte coulissante du hangar. Irène sent des larmes de rage et d'impuissance lui monter aux yeux. L'homme va la trouver et la tuer, elle en est sûre. La porte coulisse lentement sur ses rails, émet un grincement plaintif et implacable. Soudain, une voix retentit, toute proche. Une voix chaude aux accents impérieux, pleine de conviction. Le cœur d'Irène se met à battre follement. « Peter, il n'est pas mort, il ne s'est pas enfui. » Vivement, elle relève la tête. Il est là, debout, devant le hangar. De son corps imposant, il tente de faire un rempart aux quelques enfants de l'orphelinat qu'il a pu rassembler. Les plus jeunes, les moins forts, ceux que les hommes n'ont pas pourchassés de leur entrée dans le village. « Allez-vous-en » ordonne Peter au blanc, qui sursaute, surpris. « Vous n'avez rien à faire ici. Arrêtez ce carnage et partez. » La main du blanc se détache de la porte, retombe sur sa cuisse. Irène la voit remonter lentement jusqu'au manche du gros couteau qu'il porte à la ceinture. « Ne le provoque pas, Peter, supplie-t-elle en silence. L'homme entrayé militaire n'hésitera pas à tuer, c'est certain. Il semble prêt à abattre quiconque se mettra en travers de son chemin. Pourtant, Peter lui tient tête, sans autre arme que son courage et ses convictions. En cet instant, Irène admire plus que jamais l'instituteur aux larges épaules. « Tu me donnes des ordres, toi ?» demande le blanc. Il parle d'une voix étrangement calme. Elle croit même y percevoir une note d'amusement. Dans le village, les détonations et les cris continuent de retentir. Derrière les deux hommes, Irène perçoit une lueur orangée qui grandit. Une case qui brûle, cela ne fait aucun doute. La milice est en train de dévaster les lieux. « Je ne vous laisserai pas vous en prendre aux enfants, » rétorque Peter. « Vous avez fait assez de mal comme ça, vous et votre sale engeance, partout dans le pays, sur tout le continent. Laissez-les tranquilles et partez. » Le blanc éclate d'un rire où Irène décèle des accents déments. Pianotant sur le manche de son couteau, il incline la tête sur le côté, toisant Peter et les enfants agglutinés autour de lui. Les plus jeunes s'agrippent à ses jambes, certains sanglotent à grand bruit. « Tu veux m'empêcher de faire mon travail ?» reprend le blanc. « Et comment ? Avec quelle armée ?» Tout en parlant, il a dégainé son couteau. Irène frémit, étouffe un gémissement. Le blanc s'approche de Peter, fait glisser la lame sur son torse nu dans une sorte de caresse perverse. Les enfants se resserrent encore davantage autour de lui. Comme pour impressionner l'adversaire, les plus grands se redressent de toute leur taille, magnifiques et pitoyables. « Allez, barre-toi » lance le blanc d'un ton soudain plein de mépris. « Je t'ai assez vu. Et vous, les gosses, suivez-moi sans faire d'histoire. »« Pas question » gronde Peter. Irène le voit repousser brusquement la lame du couteau et lever les poings. Dans cette situation, son geste relève de la folie et Peter le sait certainement. Pourtant, il ne bouge pas, défiant le blanc du regard. Les enfants se sont tus d'un coup, malgré leur terreur. Irène se redresse à demi, prête à ouvrir la porte, à se précipiter vers les deux hommes, même si elle sait la lutte perdue d'avance. Mais il est déjà trop tard. D'un mouvement si vif que la jeune femme le voit à peine, l'homme enfonce sa lame dans la poitrine de Peter. Irène sent un étau se resserrer autour de son crâne, son cœur se met à battre à une cadence impossible, sa gorge se comprimer autour d'un cri qui ne sortira jamais. Et ses mains, dans le même temps, attrapent machinalement son appareil photo. Les gestes s'enchaînent, vifs et précis, en parfaite contradiction avec le chaos qui agite son esprit. Vite, levez le bouclier, créez un écran protecteur entre elle et la violence inhumaine, pour ne pas se laisser happer par l'horreur. Les déclics se succèdent à toute allure, sans qu'elle en ait conscience. Et puis, rattrapée par une réalité qu'elle ne peut plus fuir, Irène s'effondre en même temps que Peter, les doigts crispés autour du boîtier de l'appareil. Ses sanglots silencieux font écho aux cris et aux pleurs des enfants qu'on emmène. Peut-être juste une petite précision sur les personnages que vous avez vus là dans ce passage. Ce sont les parents de l'héroïne, les parents de Marie. Irène, elle est reporter de guerre. Elle va sur plein de terrains de conflits, là, en l'occurrence en Sierra Leone. Et Peter, qui est un instituteur sierra-léonais, qui va donc être tué par ce mystérieux homme blanc qu'on va retrouver plus tard dans le roman. Comme vous pourrez le comprendre, en fait, il y a une histoire personnelle de Marie qui va partir à la recherche de ses origines et notamment des conditions dans lesquelles son père est mort. Et c'est cette première recherche
qui va la mettre sur une autre piste, sa mère étant morte 18 ans plus tard dans des conditions un petit peu mystérieuses. Voilà. Donc ça sont les parents de l'héroïne. C'est un flashback au début du roman. Merci beaucoup. Du coup, je vais commencer à vous poser plusieurs questions par rapport à votre travail d'écriture à tous les quatre, parce que c'est un peu particulier, je suppose, d'écrire à 8 mains. Est-ce que vraiment, réellement, vous avez écrit à 8 mains? Est-ce qu'il y en a qui ont plus fait des recherches, plus écrit? Le problème, c'est répondre aussi à 4 voix. Répondre à 4 mains, c'est moi. Alors pour répondre à 4 mains, j'ai rencontré Marie ici d'ailleurs. Je pense que la première fois qu'on s'est vu, c'était en haut de la médiathèque. Elle a commencé à parler d'un projet de roman qui tournerait autour des enjeux écologiques, politiques majeurs et qui les amènerait à un public adolescent par le biais de la fiction. Et elle cherchait donc des auteurs, des écrivains pour travailler dessus. Donc je vais sauter dessus, j'ai dit moi, comme ça. Et en même temps, le projet qu'elle avait, alors je vais laisser finir le monsieur, voilà. Le projet qu'elle avait évoquait un travail de longue haleine, un travail assez important, en particulier du côté des recherches de sources. Et donc, on a spontanément pensé à une amie commune, à savoir Maëlys, avec qui on travaillait déjà, en particulier pour faire des émissions de radio un petit peu comiques, etc. Donc, on s'est dit, ce travail-là de recherche documentaire, il va falloir le faire de façon professionnelle, en fait, de façon vraiment fouillée. Et puis l'écriture, quand on a commencé à parler un petit peu du scénario, du chapitrage, de comment on allait raconter ces histoires-là, des personnages qu'on allait créer, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin aussi d'un apport créatif assez intéressant. Et là, je me suis tourné vers la personne qui habite dans la même maison que moi, Emmanuel, et à qui j'ai dit, tiens, est-ce que tu as envie de réfléchir avec nous? Et donc, on s'est mis ensemble et on a commencé à partir, à essayer d'imaginer des histoires. Alors au début, ça se déroulait dans un tout petit village du Tarn-et-Garonne ou un truc comme ça. Puis on s'est dit, peut-être on pourrait viser un petit peu plus grand. Et voilà. Et ça s'est créé comme ça, à 4 vraiment. En fait, au niveau de l'écriture, on détermine ensemble un chapitrage assez poussé, de plus en plus en lien avec l'éditeur. Et ensuite, on se met un petit peu à l'écriture avec des parties qui nous sont réservées suivant ce qu'on a envie d'écrire et tout. L'écriture, c'est... Alors c'est beaucoup Emmanuel et moi. C'est aussi de temps à autre, on dit oh non, ça c'est pour des journalistes, donc c'est Maëlys qui écrit aussi tout ce qui est un petit peu exercice, articles, documentation, etc. Et du coup, vous faites des réunions tous les 4 où vous essayez de mettre en place tout ça? Ah oui, c'est de... Oui, il y a des réunions très animées où, comme on est en domination féminine, on a toujours le dernier mot, donc c'est assez pratique. Mais oui, en fait, on se met tous les 4 autour de la table, puis on discute de l'avancée des personnages, des idées. D'abord, il y a un gros travail documentaire en fait pour chaque tome. Donc le premier, c'est vraiment tout un travail sur ces fameux minerais de sang qui servent à la fabrication des smartphones, puisque c'est un peu le cœur de l'enquête de Marie. Le deuxième, c'est sur la fabrication des habits à bas coût. En fait, pour chaque tome, il y a un gros travail documentaire, et puis ensuite, sur cette base, il y a une discussion pour réfléchir à la façon dont le roman va prendre corps, à l'évolution des personnages, etc. Donc, quand on arrive à se mettre d'accord, on se répartit un peu le travail. Donc, Manu et Emma prennent la plume, et puis nous, au fur et à mesure, en fait, c'est un travail perpétuel où on se fait des allers-retours pour évoluer tous ensemble dans le même sens. Et du coup, justement, au niveau des recherches, donc c'est plutôt toi, Maëlys, qui t'en occupe. Et après, c'est un partage apparemment des tâches avec les autres. Et ces recherches-là, du coup, ton travail journalistique, comment est-ce que tu le fais en amont ? En fait, on fait tous des recherches pour être bien imprégnés du sujet, pour bien comprendre de quoi on parle. Après, moi, en tant que journaliste, je vais aussi écrire des articles, donc je dois aussi faire attention aux sources, aux chiffres, etc., à avoir des informations qui sont bien vérifiées. En fait, on fait un gros travail documentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à des rapports, à des reportages, à des éléments vérifiés
sur chaque sujet. Et puis en plus de ça, on essaye à chaque fois d'avoir des contacts directs avec des gens, donc sur place en RDC. Manu était en contact avec un jeune avocat, Vianney. Là, on a eu aussi des contacts pour le deuxième tome, donc au Cambodge, et puis pour le troisième tome, donc qui se passera au Brésil. Je glisse quelques petits éléments. On a déjà des contacts avec des journalistes brésiliens qui parlent, qui traitent de sujets très très chauds en ce moment au Brésil et en particulier en Amazonie. Donc voilà, on essaye à chaque fois d'avoir des contacts directs, de faire des interviews, d'avoir aussi des éléments en plus de toute la masse documentaire pour nous permettre d'avoir des infos qui sont vraiment vérifiées, qui sont précises et qui sont très actuelles. En fait, l'héroïne, elle va devenir journaliste au fur et à mesure de la série. Elle va reprendre un petit peu les traces, elle va marcher dans les traces de sa mère, qui était reporter de guerre, qui meurt donc dans un accident de bus en plein milieu des épreuves du bac de Marie. Au début, Marie, elle ne pensait pas du tout faire des études de journalisme. Et puis, de fil en aiguille, en cherchant à comprendre ce que faisait sa mère au moment de sa mort, sur quoi elle travaillait, et en rencontrant ces nouveaux personnages que sont le jeune hacker Hello, et en retrouvant sa marraine italienne, Andrea, qui était elle aussi reporter de guerre, grande amie de sa mère, elle va petit à petit vouloir s'impliquer et s'engager dans un métier qui peut faire exister, comme disait sa maman, les gens qui vivent des guerres, qui vivent des événements très très difficiles. Et au final, en fait, on va découvrir petit à petit le métier de journaliste à travers le parcours initiatique de l'héroïne, qui va un petit peu apprendre pas à pas les ficelles du métier, avec l'aide donc de sa marraine, et puis en rentrant dans une école de journalisme au début du deuxième tome. Et donc, finalement, le travail qu'elle fait quand elle veut commencer à publier une enquête, elle se pose des questions qui sont les mêmes, en fait, que nous, on se pose quand on travaille à l'écriture. Déjà, où trouver les sources, quelles sources sont fiables, les croiser, à partir de quand on a des preuves suffisamment solides, comment est-ce qu'on peut attaquer une entreprise qui fait du greenwashing en promettant de vendre un téléphone nouvelle génération écologique, alors qu'en fait, on découvre qu'il y a évidemment plein de problèmes éthiques et environnementaux et sociaux sur la fourniture de certains matériaux, de certaines terres rares qui servent à composer par exemple la carte électronique. Et voilà, en fait, elle fait le même travail que nous, et petit à petit, elle va prendre en fait de l'envergure, de l'étoffe, elle va apprendre son métier. Donc on va la voir évoluer au fur et à mesure de la série et mener des enquêtes de plus en plus ambitieuses. Et on va à chaque fois se poser avec elle des questions sur des grands sujets médiatiques. Comment lutter contre les fake news, qu'est-ce que c'est qu'une véritable information, comment est-ce qu'on peut dénoncer certaines pratiques, sur quoi on s'appuie. On aura sûrement dans un des prochains tomes la question de la protection des sources. Et voilà, toute une série de questions aussi éthiques, déontologiques. Est-ce qu'on met en danger ces sources ? Est-ce que quand on dénonce une entreprise, on met des gens en danger, quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, quelle est la responsabilité du journaliste dans son travail, etc. Alors on va vous lire un nouvel extrait, un petit peu plus loin, qui va vous permettre de voir justement quel est le travail que réalise Marie et donc le jeune hacker Hello pour avancer dans leur enquête. Vous allez voir un petit peu concrètement comment ils procèdent. Je commence et puis Maëlys prendra le relais. Ils se sont installés dans le salon, transformé en centre de hacking. En réalité, Hello a juste fait un peu de place sur la table pour pouvoir y poser son ordinateur et ses propres câbles. Depuis quelques heures, ils sont à la recherche des raisons précises qui ont poussé Irène à s'intéresser à Louki et à l'homme sur la photo. « J'ai trouvé le couteau », annonce Marie. Pas le couteau d'ailleurs. Couteau, avec une majuscule, tout court. Regarde. Ils se sont répartis le travail. Elle reprend les mails d'Irène, des plus récents aux plus anciens, en les scannant à l'aide d'un outil de recherche qu'Hello a mis au point. Lui se consacre aux documents que contient l'ordinateur d'Irène et à ses recherches sur Internet.
Il a déjà pas mal avancé sur ces dernières. Entre son retour de Bruxelles et l'accident qui lui a coûté la vie, la journaliste a concentré toutes ses recherches sur une entreprise, Lucky, le fabricant du Smart Green. Elle s'est également intéressée à un nom, celui que Marie prononce à ce moment précis, Louis Cornick. Dès la première mention du nom de Cornick, Hello s'est figé. Il figure dans de nombreuses recherches d'Irène associées à Lucky, ainsi qu'à un mot kite. Il allait justement orienter son enquête là-dessus. Tout en lisant les mails sur l'écran par-dessus l'épaule de Marie, il en profite pour respirer son parfum. C'est dingue comme cette fille sent bon. Il récapitule les informations recueillies pour tenter d'établir une connexion entre elles. L'homme de la photo que tu as retrouvé se faisait appeler commandant Couteau, mais son vrai nom était Cornick. Ta mère le cherchait parce que c'était l'assassin de ton père. Il est mort en 2003. Et ma mère l'a photographié il y a un peu plus de 15 jours à Bruxelles, achève Marie. Un silence pesant s'installe entre eux. C'est peut-être juste une ressemblance, non ? Lance Marie. Après tout, les deux photos sont plutôt floues. Une sacrée ressemblance quand même, commente Hello en se tournant vers les deux agrandissements qu'ils ont imprimés. Le grain, les couleurs, la netteté sont différents, bien sûr. D'un côté, ils ont une image extrapolée à partir du smartphone premier prix d'Irène. De l'autre, le scan d'une photo prise de nuit. Et pourtant, les deux visages affichent une expression parfaitement semblable. Il y a des programmes pour ça, reprend le jeune hacker. Enfin, plus exactement, des bouts de code que je peux réunir pour être sûr qu'il s'agit de la même personne. Et si c'est le cas... Il n'achève pas sa phrase. Marie soupire. Elle sait comme lui que si c'est bien l'assassin de Peter Kenema qu'Irène a croisé à Bruxelles, la mort de sa mère 3 jours plus tard devient extrêmement suspecte. Le Libéria, c'est loin de la RDC, demande Hello après un temps. Plutôt, oui, répond Marie Goguenard. Dans les 3000 km, je pense. À peine un peu plus qu'entre ici et Moscou, par exemple. Pourquoi ? Regarde, explique Hello en se mettant à pianoter sur son clavier. Dans ses recherches, ta mère a tapé Cornick et RDC, et aussi Kinshasa, la capitale. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose ? Hello consulte quelques pages, soigneusement dissimulées derrière une fenêtre de navigation privée. Il n'aime pas laisser de traces. Rien de particulier, des sites de petites annonces, des articles. Attends, j'ai un truc. Il suit un lien qui le mène à la thèse d'un étudiant congolais, puis fait une recherche sur la page pour s'apercevoir que le seul Cornick cité là est l'auteur d'un manuel d'économie. Aucun rapport, probablement. Il s'en assure néanmoins en traquant son profil. Effectivement, l'homme semble avoir travaillé en Afrique, mais rien ne le relie au Libéria. Et surtout, comme Hello le découvre en forçant la partie privée d'un site professionnel, il ne présente aucune ressemblance physique avec le commandant Couteau. En fait, reprend-il, c'est plutôt Lucky qui est relié à la RDC. Regarde, ta mère a constitué tout un dossier. Il était sur la clé USB que je t'ai donnée au café. Je ne l'avais pas lu jusqu'à maintenant, et je pense qu'elle préparait un article. Marie tire sa chaise à côté de celle du jeune hacker qui fait de son mieux pour ne pas remarquer que son pouls s'accélère subitement. Elle découvre un document, une simple feuille de traitement de texte à la rédaction approximative, dans lequel, en effet, Irène a manifestement noté les résultats de ses recherches. Et donc là, dans le livre, en fait, on voit les recherches, les notes d'Irène. Elle s'intéresse aux filières d'approvisionnement du Smart Green de Lucky. Les métaux précieux utilisés pour la fabrication du smartphone. Il y a notamment l'argent, le cuivre, l'étain, le cobalt, le coltan. Le coltan est un minerai noir. On trouve 60 à 80% des réserves de coltan en République démocratique du Congo, surtout dans la région du Kivu. On l'appelle minerai de sang. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont extrêmement dangereuses. Selon un rapport de l'International Peace Information Service, il n'y a pas de protection. Il y a du travail des enfants dans les mines dès l'âge de 3 à 7 ans. On compte 50 000 à 200 000 creuseurs dans le Kivu. D'un point de vue écologique, l'extraction et le raffinage provoquent des pollutions des terres et des eaux. Mais à qui appartiennent les mines de coltan ? Malgré le code minier, le secteur demeure très informel. Beaucoup de mines restent artisanales, contrôlées par des milices de différents bords ou par l'armée. Et le circuit du coltan, il est opaque, complexe, difficile à tracer, il y a beaucoup d'intermédiaires.
Et les fabricants de smartphones, ils en disent quoi? La mission d'information du Sénat a rendu les conclusions de son enquête en 2016. Elle n'a pas pu obtenir la liste détaillée des matériaux utilisés par les fabricants de smartphones. Opacité des fabricants qui ont refusé de venir aux auditions sous prétexte de secret des affaires. Ça date de quand, ça? Demande Marie. Le dossier? Du 17 juin. Ce sont les informations que ta mère a réunies en revenant de Bruxelles. Tu veux dire qu'en ce moment même, Hello ne répond pas. Il savait que les ordinateurs et les téléphones portables comprenaient dans leurs composants des minerais ou métaux rares. Ce qu'il ignorait, c'est que ceux-ci étaient extraits dans des conditions épouvantables, que leur exploitation causait des milliers de morts, au moins, et enfonçait plusieurs pays dans la guerre civile. Des enfants de 3 ans dans des mines radioactives, murmure Marie. Les extraits d'un des reportages dont Irène a copié le lien leur confirment la situation tragique et le silence des fabricants de téléphones. Mais Lucky serait l'exception, c'est ça? Demande la jeune fille. Ils ont créé un téléphone propre? Pourtant, la suite du document semble réfuter cette affirmation. Irène a noté. Des filières plus vertes et plus responsables, des chaînes d'approvisionnement de matériaux propres, comme l'écrit Lucky. Mais c'est possible? Quel circuit? Selon Greenpeace, la mine durable n'existe pas. Il y a beaucoup d'opérations de greenwashing, des technologies dites vertes dont le coût environnemental et social est en fait catastrophique. Merci beaucoup. Du coup, comment vous avez fait le choix de ce premier thème-là? Enfin, qui a fait le choix? Est-ce que vous l'avez fait tous les 4? C'était une envie personnelle de parler de ce sujet-là? En fait, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder. Je ne sais pas si on arrivera à se limiter à 4 enquêtes. Mais on voulait commencer un petit peu par des thèmes forts et proches des adolescents et des jeunes adultes. Enfin, je dis ça nous concerne aussi, nous, directement. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est un acte manqué, mais j'ai cassé mon téléphone en plein milieu de l'écriture du tome. Donc, je me suis dit, mince, bon alors maintenant, qu'est-ce que je fais pour réagir en consommatrice éclairée et un peu plus responsable? Bon, voilà, c'est une petite anecdote. C'est un objet tellement banal pour nous, qui nous paraît tellement indispensable, qu'on a du mal à voir tout ce que sa fabrication implique. On est un petit peu comme avec des œillères, hein, on voit juste l'usage qu'on en a. L'idée, c'était d'ouvrir un peu la perspective et de voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ou plutôt ce qui ne se passe pas en termes de recyclage, pour être un petit peu plus éclairé, un peu plus conscient des implications, pour après pouvoir choisir comment on le consomme, est-ce qu'on arrive à le faire durer, est-ce qu'on a besoin d'autant d'options, etc., etc. Je veux dire, on peut pas agir de façon responsable et on peut pas résister aux sirènes de la consommation si on reste dans l'ignorance en fait des conditions de fabrication. Donc, avec ce tome, c'est déjà donner des clés de compréhension et puis libre à chacun après d'en tirer ses conclusions personnelles et à faire ses propres choix de consommation ou de non-consommation, bien sûr. Le deuxième tome, on avait envie de parler des fringues parce que c'est aussi un objet emblématique de l'adolescence et encore une fois, ça concerne aussi tout le monde. Hein. Donc on est parti sur des objets un peu symboliques comme ça, proches du quotidien, qui nous paraissent totalement anodins et qui en fait permettent de tirer plein de fils et de se poser plein de questions. Ils approuvent. Et du coup, pour revenir au personnage de Marie, et aux autres personnages aussi, au personnage de Hello, au personnage de Andrea, au personnage d'Irène, comment sont nés tous ces personnages et qui a eu l'idée de ces personnages? Comment est-ce que vous avez travaillé sur leur psychologie à tous ces personnages principaux? Non, mais là, c'est comme les fabricants de téléphones, c'est le secret des affaires, on ne peut pas le dire. Hein, ça, c'est. Oui, j'avais dit que je ne dirais pas de bêtises. Ouais. La construction de Marie est arrivée assez rapidement.
En fait, chaque moment de la réflexion amène quelque chose. On avait envie que ce soit une jeune femme qui devienne journaliste. On s'est rendu compte que c'était plus fort si elle avait elle-même une partie de son histoire personnelle reliée à ces trafics qui ont lieu en Afrique depuis au moins les années 2000, bien avant, hein, depuis qu'on exploite en fait les ressources des continents africains en particulier. Elle s'est retrouvée ainsi métisse et par son histoire, voilà. On a eu besoin qu'elle soit très forte aussi en informatique, puisque une grande partie des questions d'aller chercher les sources va passer par l'informatique. On s'est dit ce serait bien qu'il y ait un personnage qui fasse ça pour elle. Donc c'est Hello qui est arrivé comme ça. Et tous ces personnages sont à la fois des fonctions au départ, ils sont là pour servir la narration, pour qu'on puisse raconter un petit peu ce qui se passe dans la réalité, et en même temps pour porter un peu la charge émotionnelle. La grande question qu'on se posait, en fait, tout ce que lisaient tout à l'heure Maëlys et Marie, c'est sur Internet en fait. C'est-à-dire que si vous faites des recherches sur le coltan, l'exploitation des mines en RDC, vous pouvez trouver ça. Les documentaires, on ne les a pas inventés, c'est eux qui nous inspirent, au contraire. Et la question qu'on se posait, c'est comment aller raconter ça à en particulier à des adolescents, mais aussi à des consommateurs qui n'ont pas tellement envie qu'on leur dise, écoute, ton téléphone que tu adores, ton petit objet que tu as tout le temps dans la poche, moi le premier, il a coûté peut-être la vie d'un certain nombre de gens, et en tout cas il coûte cher en termes d'impact économique, tout ça. Et écologique aussi, ouais. Et la création des personnages est passée par là, et c'est là que je vais faire ma lecture, où justement on a essayé de rendre aussi ce personnage, au-delà de la caricature, enfin de la fonction qu'il avait, on a essayé de la rendre avant tout humaine. Et c'est là que je fais ma lecture, pour voir si ça marche. Parce que la question que se pose Marie, une fois qu'elle a découvert un petit peu ce qui s'était passé, le travail que menait sa mère, l'enquête que menait sa mère, et une fois qu'elle a découvert les conclusions aussi qu'avait découvertes Irène, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de ce savoir. En réalité, l'opinion publique se fout royalement de tout ça. C'est comme s'il y avait une échelle de valeur dans les nouvelles et les informations. On s'occupe du Tour de France, des stars du foot ou de la télé, des hommes d'État qui se comportent comme des enfants. On commence à peine à s'émouvoir du fait que l'hirondelle ou la mésange semblent déserter le ciel européen. Alors, des arbres au fin fond de l'Afrique, ça intéresse qui? Sauf qu'un jour, pense Marie, un jour pas si lointain, ce sont mes arbres à moi, ma forêt, mon petit bois, qui auront disparu. Trop de CO2, trop de chaleur, plus assez d'insectes et d'animaux. Tout flétrira. Elle a très peu dormi et très mal, tenue dans un état d'éveil anxieux par les longues heures passées devant l'écran. Elle était à la fois indignée, abattue et terrifiée par ses découvertes sur l'exploitation à outrance des ressources naturelles, les conditions de vie de tout un peuple et l'apparente impossibilité de mettre un terme à ces pratiques révoltantes. Et c'est pareil pour mon téléphone. Contrairement à certains de ses camarades de lycée, Marie n'est pas accro du smartphone, ou en tout cas elle n'en a pas l'impression. Elle ne fréquente guère les réseaux sociaux, se connecte rarement sur Internet. Malgré tout, il s'agit d'un modèle récent, la batterie du précédent a lâché un peu après Noël. Elle porte la main à la poche arrière de son jean, le mince pavé est là comme presque toujours. À vrai dire, elle n'en a pas besoin pour aller se promener, mais s'il lui arrivait quelque chose, si elle tombait et se foulait la cheville, si Hello cherchait à la joindre, sans compter qu'elle attend un appel d'Andrea Scafoglio, sa marraine journaliste, elle sort le portable, balaye l'écran du pouce, aucune notification, mais il y a du réseau, même ici. Au fond, s'il le voulait, Hello, le hacker, pourrait pirater son téléphone à distance ou suivre ses moindres déplacements. D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit qu'il ne le fait pas? Envers son nouvel ami, Marie garde des sentiments mitigés. Quand, revenant sur sa décision de ne plus jamais le revoir, elle l'a appelé au secours, il a répondu présent. Il a même insisté pour la rejoindre à Bouillac afin de l'aider à se créer un environnement sécurisé, comme il dit. L'idée qu'un quasi-inconnu débarque chez elle la mettait mal à l'aise, mais d'un autre côté, la solitude commençait à lui peser. Je m'arrête là pour l'instant, parce que je ne sais pas jusqu'où je dois continuer. Ou c'est encore très long. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a essayé d'humaniser ce personnage avec les interrogations, à savoir ce téléphone tout le temps dans la poche, comme le mien qui vient de sonner pendant que je lisais, c'était très très agréable. C'était ça le petit... Et du coup, les personnages de Hello et Andrea, qui sont des personnages, tu disais fonction, enfin, qui avaient une fonction à la base, pourquoi ça vous paraissait important justement d'avoir ce collectif qui se crée au fil de l'histoire?
On a eu envie de jouer aussi sur une espèce de petite mise en abîme, pour utiliser des grands termes, de notre travail. On est un collectif, on travaille de façon collective et c'est passionnant. Et on va aussi raconter l'histoire d'un collectif qui se crée, peut-être parce que quelque part, on espère que ce qu'on raconte, ce dont on parle va nous aider tous à progresser vers peut-être des modes de consommation plus raisonnables, plus raisonnés. Et que ce changement, il passe d'abord par apprendre à travailler ensemble, à travailler en collectif, à accepter que parfois on n'est pas d'accord, à accepter qu'il y a des égos qui peuvent se mettre en travers de notre travail et comprendre comment on peut passer au-delà et continuer. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de ne pas garder un seul personnage journaliste, voilà, une espèce de petite Tintin reporter en remise au goût du jour. Oui, juste pour compléter aussi sur le collectif, en fait, on s'aperçoit tous qu'on travaille mieux à plusieurs parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes compétences, qu'on n'est pas tous capables de faire les choses bien. Enfin, voilà, on a des domaines de prédilection et du coup, si on travaille ensemble, on est plus fort. L'union fait la force, c'est complètement banal et en même temps, c'est un peu la base de tout, donc voilà, on part sur ce vieux truc, mais qui fonctionne et sur lequel il faut continuer de s'appuyer. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, et puis, c'est tellement plus vivant un roman avec avec plusieurs personnages, parce qu'un super-héros, une super-héroïne qui sait tout faire, au bout d'un moment, on n'y croit pas tellement. C'est un peu difficile de s'identifier. Et voilà, je crois qu'on aime bien s'identifier au personnage et tout le monde n'est pas capable de s'identifier à l'héroïne. S'il y a plusieurs personnages, on s'y retrouve plus facilement. Et voilà, quoi. C'était aussi une question de réalisme, tout simplement. Peut-être. Pardon. On s'est aussi inspiré de ce qui se fait en ce moment dans les médias. On a notamment rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Disclose. C'est un média ONG qui est parti du même modèle que ProPublica aux États-Unis. En fait, ce sont des médias. Un média ONG, en fait, c'est un média qui a à but non lucratif, qui est financé par différents fonds qui ne sont ni des entreprises ni des États, par des ONG en général. Et donc, le but est d'informer et de rassembler en fait des journalistes et ensuite de publier à assez grande échelle leurs enquêtes, des enquêtes assez vastes qui sont gratuites. Et donc, ça, Disclose, c'est un média qui a été créé en France il y a 2 ans maintenant. Et donc l'idée, c'était aussi de s'inspirer de ce qui se fait, de ces collectifs de journalistes aujourd'hui qui existent, qui sortent un peu des gros médias traditionnels et qui essayent de mener des enquêtes indépendantes, approfondies sur le long terme. Disclose, ce sont des enquêtes sur 6 mois. Leurs journalistes ont fait une enquête, par exemple, sur les ventes d'armes françaises au Yémen. Dernièrement, il y a eu une enquête sur la pédophilie dans le sport. C'est des grosses enquêtes de terrain qui prennent du temps que les médias traditionnels ne peuvent pas faire. Et aussi, ce côté d'avoir plusieurs personnages, c'était voilà, l'idée qu'à terme, en fait, il y ait une alliance de... Voilà, un hacker, une jeune journaliste, une journaliste plus expérimentée qui vont peut-être s'allier avec d'autres personnes par la suite. C'était aussi de montrer cette espèce de puissance d'indépendants qui se mettent ensemble pour mener des enquêtes plus approfondies que ce qui se fait dans les médias traditionnels. On a fait le choix d'un genre en fait qui n'est pas très courant. Comme vous avez compris, on s'inscrit vraiment dans le temps présent et dans le réalisme. Il y a d'autres auteurs qui ont fait d'autres choix pour parler des sujets écologiques en se projetant plus loin dans l'avenir, plutôt dans des littératures de l'imaginaire, voire dans la dystopie, avec parfois des visions un peu plus catastrophiques. Nous, on avait vraiment envie de donner des clés pour le monde d'aujourd'hui, le comprendre et puis donner des petites graines pour agir. Et c'est pour ça que on a aussi besoin, comme disait Emma, d'une héroïne qui ne soit pas une super-héroïne à laquelle on puisse s'identifier, qui connaisse des difficultés, qui ait besoin des autres, mais qui va prendre de l'ampleur et arriver à agir de plus en plus au fil de la série. Parce que l'idée, c'est de se dire, voilà, on se demande tous un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans ces domaines à notre petite échelle. Et bien déjà, la première réponse, c'est faire ensemble. Et puis pour ça, il fallait donc un personnage qui soit vraiment, vraiment proche du lecteur. Ça, c'était très important pour nous. Merci. Et du coup, je reviens sur ma question de la psychologie des personnages, des 3 personnages plus précisément.
que vous avez créé donc tous les 4. Mais est-ce que après ça, l'un de vous a, comment dire, davantage travaillé sur un des 3 personnages, ou c'est vraiment jusqu'au bout un travail commun Non, on va quand même rendre à César ce qui était à César. Je crois que quand même le Marie, l'héroïne, en fait, c'est quand même beaucoup Manu et Emma qui l'ont imaginé au départ. Après, on avait un personnage de hacker, voilà, mais qui s'étoffe aussi au fil des tomes. Hein. Tout n'est pas définitif encore pour nous. On ne sait pas trop encore dans les tomes suivants ce qu'ils vont devenir. On se repose des questions sur leur évolution à chaque fois. Voilà, sur leurs amours aussi, sur voilà, leur évolution. Pas de spoil. Pas de spoil. Non, mais on ne sait même pas nous-mêmes ce qui va se passer. Alors. Et puis le personnage d'Andrea, c'est vrai que la mère de Marie étant morte dans cet accident en tout début de tome 1, on trouvait intéressant d'avoir une sorte de mentor qui soit là un petit peu comme un guide, comme un soutien, sans prendre non plus trop de place pour ne pas étouffer l'héroïne, hein, mais c'était un personnage d'allié vraiment intéressant. Et puis là encore, cette figure journalistique, elle raconte autre chose encore du journalisme. Elle raconte notamment les stress post-traumatiques qui peuvent toucher des grands reporters qui vont sur des terrains notamment de guerre, voilà, qui vivent des choses très très difficiles. Et puis c'est elle qui va pouvoir porter aussi, d'un point de vue très concret et réaliste, des projets un petit peu plus lourds quand ils vont monter une sorte de média ONG à la Disclose, voilà, parce que elle a des contacts, parce que etc. Elle va avoir un rôle aussi un peu protecteur vis-à-vis des 2 héros un peu plus jeunes. Et puis, au fur et à mesure des enquêtes, voilà, il y a d'autres personnages qui vont rencontrer. Et d'ailleurs, il y a un grand absent dans la discussion. Il y a quand même un grand méchant dont on n'a pas du tout parlé, qui va être récurrent d'un tome à l'autre, voilà, qui s'appelle Snyder, qui dans le tome 1 est le PDG de, donc, si vous avez bien suivi, de cette entreprise Lookie qui promet de mettre en vente en fait le premier smartphone écologique. Voilà. Donc évidemment, vous avez compris qu'il y a une histoire de greenwashing derrière. Et donc c'est un personnage qu'on retrouvera dans les tomes suivants et qu'on va faire évoluer aussi. J'allais rajouter parce que comme toujours, en fait, c'est quand on me pose des questions que je commence à réfléchir, pas avant, parce que sinon c'est... Et sur la psychologie des personnages aussi, tous les personnages sont porteurs d'une fragilité, d'une faiblesse, y compris le grand méchant. Parce que pour moi, c'est la façon, pour nous, c'est la façon aussi de les rendre plus humains, à la fois plus proches de la lectrice ou du lecteur, et plus réels. Plus proche de ce qu'on pourrait être vraiment et des vraies questions. Quand Marie se dit mais finalement à quoi ça sert ce que je fais, c'est une des premières questions qu'on va se poser en tant que consommatif, je ne sais pas si le terme existe, ouais, non, mais consommateur actif, on va se dire mais est-ce que ça sert à quelque chose que je trie les déchets, etc. Et le fait que les personnages se posent ces questions, le fait qu'ils aient aussi été confrontés au deuil, à la perte de leurs repères, en particulier pour Andrea qui souffre de stress post-traumatique, ça nous permet aussi de se dire c'est pas des super-héros, c'est des gens comme nous, et donc on peut être comme voilà, peut-être un peu. Tiens. Oui, ça répondait à ma question. Merci. Et du coup, je voulais peut-être te laisser parler un petit peu plus du nouveau journalisme et des lanceurs d'alerte, si tu as envie d'en parler encore un peu, de nous en dire plus, même si tu nous as déjà parlé des organismes. Alors oui, je vais peut-être dire un mot sur un peu le rôle des médias aujourd'hui. Il y a une grosse défiance alors je vois qu'il y a des adolescents dans l'assistance, il y a une grosse défiance des adolescents, de tout le monde, mais des adolescents envers les médias. Ils n'ont pas forcément toujours tort à ce sujet. C'est vrai que moi, par exemple, j'accompagne des ados qui créent leurs propres journaux, et il y a notamment des jeunes qui ont travaillé sur le thème des smartphones,
autour du livre Coltan Song, qui se sont rendus compte de toutes ces vérités, de tous ces faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse défiance et en même temps, il y a une grosse méconnaissance. C'est-à-dire que souvent, nous, les jeunes qu'on rencontre, quand on leur demande où est-ce que vous vous informez, ils nous disent BFM TV ou les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que c'est un peu court. Et donc, l'idée, c'est aussi de donner des pistes, en fait, qu'à travers ces livres, on montre qu'il y a un autre journalisme qui existe, qui est un vrai journalisme d'enquête, qui est un vrai journalisme de terrain, qui est un vrai journalisme indépendant des gros groupes financiers et qui va faire du bon boulot. Et ce journalisme-là, il existe aujourd'hui. On peut trouver plein de choses. Il faut juste aller les chercher. C'est aussi une façon de montrer aux adolescents ou aux autres que oui, certes, c'est bien de douter parfois des médias, de les critiquer et de remettre en cause ce qui est dit, mais il faut aussi savoir qu'il y a du vrai boulot qui est fait. Il faut aller chercher de ce côté-là. Merci beaucoup. Et du coup, une de mes dernières questions, après je laisserai les questions au public, c'est est-ce qu'on peut avoir une petite idée des thèmes? Du coup, on connaît le sujet du tome 2, mais des thèmes des tomes 3 et 4. Alors, Est-ce qu'on a l'accord de Nathan déjà? Moi, on va surtout vous parler du tome 3 parce que le tome 4, il est encore un petit peu... je ne sais pas s'il est flou, mais le sujet est un petit peu moins défini, peut-être un petit peu plus sensible, donc on n'est pas encore tout à fait calé entre nous. Mais en tout cas, le tome 3 va donc se passer au Brésil. On essaye de changer aussi un petit peu de continent. L'idée, c'est aussi d'ouvrir sur le monde. Alors, en fait, quand on aborde un sujet, ce qui est intéressant, c'est aussi de donner la parole à des adolescents ou jeunes adultes qui vivent dans un pays éloigné, pour se rendre compte que voilà, quand nous, on achète un téléphone, un t-shirt à 5 € chez nous en France, qu'est-ce que ça veut dire pour un adolescent de mon âge en Afrique, au Cambodge et puis au Brésil, par exemple, pour le prochain tome, en fait, de se rendre compte quelle est la réalité finalement de nos frères et sœurs à travers le monde, voilà. Et donc au Brésil, on va poser la question de la déforestation. Donc la question ne se pose pas du tout que pour l'Amazonie, en réalité, au Brésil, mais l'Amazonie, voilà, c'est un sujet qu'on avait choisi avant même les grands incendies, les grands feux qui ont touché l'Amazonie à l'été 2018. Mais ça va nous permettre de parler aussi de tout le système de l'agro-business. Voilà, vaste sujet qui va nous renvoyer, nous, à nos propres modes de consommation alimentaire. Et qui va permettre aussi sans doute de parler aussi des cultures indigènes sur place. Donc je pense que là, on sera un petit peu plus immergé dans le pays, alors qu'on avait dans les 2 premiers tomes vraiment des voix un peu plus... une partie qui se passait beaucoup en France et un petit peu moins, dans les autres pays. Et voilà, Marie va sans doute partir vraiment sur place un peu plus longtemps. Sachant que donc on a découvert en arrivant qu'il y a le tome 2 qui est encore en préparation, mais qui a été tiré pour l'occasion. Alors il faudra se l'arracher parce qu'il n'y a qu'un nombre très limité, hein. Ça c'est Nathan qui a organisé le truc, les gens vont se battre pour l'avoir. Et donc le tome 2 répond à la question, mais finalement comment je m'habille. Le premier c'est qu'est-ce que je fais de mon portable, comment je m'habille. Et le troisième ça va être beaucoup sur qu'est-ce que je mange finalement, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette et qu'est-ce que ça veut dire. Et le tome 4 ça va être encore autre chose. Mais aussi ce qu'il faut préciser, c'est que si on change beaucoup de continent, c'est que Nathan nous paie chaque fois 6 mois de travail préparatoire sur place. Donc là, effectivement, on va partir bientôt pour Rio, hein, c'est ça, pour le carnaval à peu près. Ouais. Moi, je reste là-bas, par contre, on me ramène pas. Le tome 3 qui sort en janvier 2021, le tome 3. Voilà. Il faut qu'on s'y mette d'ailleurs. Alors, le tome 2 sort en juin, c'est ça, oui. Voilà. Et le tome 3... ça veut dire que nos éditrices, parce qu'on n'a pas trop parlé du travail des éditrices, mais on a
une éditrice indépendante qui est Marie, qui est porteuse du projet, et puis derrière on a toute la maison d'édition Nathan qui nous soutient, alors qui fait aussi tous ces événements, et on a en particulier Alice qui est là-bas, qui a son petit fouet, qui nous dit mais à tel endroit votre personnage il n'a pas bien pensé comme il fallait, donc on corrige ça. Et puis il y a Mélanie aussi qui nous dit bon c'est pas mal mais vous allez faire quelque chose d'encore plus grand, le Brésil c'est peut-être pas assez loin pour toi Manu, si tu pouvais partir encore un petit peu plus loin, donc voilà, peut-être le tome 4 ça peut se passer au pôle Nord où il compte m'exiler, je pense, c'est ça, hein? Dans les épreuves non corrigées, c'est l'étape intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait relu. Donc déjà, c'est pas relu par. On a des correctrices qui relisent pour chasser les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, etc. Et puis il y a aussi des corrections, des dernières corrections qui n'ont pas été faites. Par exemple, Emmanuel a envoyé. On vous dit toute la cuisine, mais les auteurs et les éditrices relisent sans cesse en fait. Hein. Il y a plein d'étapes de travail. Même les épreuves, une fois que c'est mis en page, on relit plusieurs fois. Donc là, il y a une étape de correction d'Emmanuel qui est arrivée juste avant que ça parte, ces épreuves-là, ce livre-là, parte chez l'imprimeur. Donc voilà, il y aura encore une étape de correction. Donc c'est normal s'il y a des fautes, par exemple. Et il y a encore des choses qui vont être améliorées parce que jusqu'au bout, on repère des erreurs, des petites incohérences et on cherche à améliorer. Donc c'est une étape intermédiaire pour que voilà, vous puissiez le lire en avance, les journalistes puissent le lire en avance, les libraires puissent le lire en avance. Voilà, c'est une façon d'en faire la promotion pour que quand ils sortent, on se l'arrache. Je voudrais quand même préciser que la correction qui n'est pas passée, c'est une phrase en khmer, donc je suis désolée pour ceux qui lisent le khmer, c'est de ma faute. Ça m'a pas choqué. Moi, je l'ai terminé et ça m'a autant les fautes que cette phrase-là. Ça me soulage. Merci. Du coup, je vais vous laisser la parole s'il y a des questions dans le public. Là, tiens, écoute. Ah. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi le titre Blackbone et qu'est-ce que ça signifie. Alors Blackbone, on a choisi donc ce nom de collectif Blackbone, c'est le nom du groupe qui va mener ces enquêtes. Et c'est expliqué un petit peu à la fin du livre où Marie réfléchit à un nom justement pour leur groupe. Et puis dans l'article qu'ils viennent de publier, il y a des gens en anglais qui ont écrit These people have backbone. Ce qui veut dire, backbone c'est la colonne vertébrale, ça veut dire ces gens ont du cran en fait. Voilà. Et Marie, qui réfléchit à tout ça, qui réfléchit à ses origines, se dit backbone, du cran, c'est bien, blackbone, pourquoi pas. Donc c'est une espèce de compression de blackbone, et ça nous a semblé intéressant voilà, d'avoir cette petite étymologie sur le nom du collectif. Merci. Jette le micro en arrière. Quand tu te maries, tu jettes le micro en arrière et quelques tu poses la question d'après. Sauf s'il est à l'hôpital. Pas d'autres questions? Pourtant, on a plein de réponses. Ouais. On a des super réponses à chaque fois, on les a préparées, on a des fiches de réponses. Donc... Ils n'ont pas beaucoup parlé encore. Vous aviez des choses à dire du coup? Bah écoutez, de quoi? Il y a des sujets qui vous intéressent. D'abord. Oui, c'est Je vais passer le micro à Marie qui a une question à vous poser, à vous, préparez-vous. Est-ce que vous, il y a des sujets qui vous intéresseraient sur ces enquêtes? Est-ce que Marie et Hello pourraient enquêter sur un sujet qui vous intéresserait particulièrement? Ah, la colle. Vous avez 2 heures. Ah oui, les produits chimiques dans les Oui. cosmétiques, c'est ça? C'est ça, et ce serait assez intéressant. Oui, il y a beaucoup de choses à raconter. Et ça rejoint notamment les questions du pétrole, plein de choses, de la chimie industrielle. Ouais. C'est un bon sujet. Tome 5. Merci. Bah voilà, après les livres sont là et. Merci. On a été très clair apparemment. Mais oui.
vous avez dit tout ce que vous vouliez dire. Juste un petit dernier point. Alors, juste voilà, on vous a présenté le livre et ce qui compte, c'est qu'on l'avait écrit avant. Et que ce qu'on aimerait, c'est qu'il vous plaise à la lecture. Et si c'est le cas, si vous le lisez et qu'il vous plaît, n'oubliez pas d'en parler sur Internet. Il paraît que ça fait des cartons. Puis n'oubliez pas d'aller aussi les acheter, quand vous les achetez, au lieu de les voler, les acheter chez vos libraires préférés, parce qu'il y en a qui sont venus aujourd'hui pour nous voir et on est très contents parce qu'on sait qu'ils font un énorme travail pour passer ces livres-là et chez des vrais libraires qui sentent bon et tout. Voilà. Donc spécial bisous aux libraires. Très important, le bisou au libraire et au médiathécaire, chérie. Si vous voulez réagir sur les livres, quand vous les lisez, allez sur le compte Instagram Lire en Live. C'est le compte pour les livres, pour les romans pour ados de Nathan. Il y a tout un tas de posts autour de Blackbone, donc n'hésitez pas, vos réactions en commentaire, en post, vous nous taguez. On sera toujours contents. Vous pouvez taguer les auteurs aussi, les faire participer. On est très, très, très friands et friandes de vos retours et de vos avis. Toujours, si vous revient des idées de sujets, n'hésitez pas. Les auteurs sont preneurs, vraiment, n'hésitez pas à participer, à nous donner votre avis. Et on reste là 5 minutes si vous voulez nous taguer en vrai. Mais je sais pas à quoi ça ressemble. Tu veux, vas-y. Alors, c'est que je voulais dire simplement que un autre sujet donc sur l'écologie que j'aime et l'animalisme. Je suis personnellement un animaliste végétarien et je pense que les humains traitent trop mal les animaux dans tout le monde parce que en tout cas les humains sont juste les 2% de tous les animaux de la planète et je crois que c'est un peu mégalomane de faire comme ça. Alors, c'est intéressant et je pense que... Pardon, excuse-moi. C'est très intéressant et je pense que ça sera évoqué effectivement dans le tome 3 parce que j'entends tout à fait ce que tu dis et personnellement je comprends très bien et en même temps j'arrive pas culturellement à aller vers ce truc de dire on est à égalité avec les animaux. Donc le boulot l'intérêt de cette série aussi c'est de poser ces questions-là sans forcément donner de réponse définitive et tranchée. Mais merci, ouais. Ça fait de bonnes idées. On prendra vos noms pour vous remercier à la fin. Oui. Dans les bouquins. Merci. Il y a une question là. Il y a encore une question. Allez, je vais. Tiens, attends, bouge pas, Gilles. Alors, juste quand on disait ça va être l'heure du goûter, plein de questions. Moi, Gilles, là, ça va être le goûter. Non, c'est pas le goûter, c'est les questions. Est-ce que vous poserez, vous ferez un livre sur les religions? C'est une super idée. C'est une idée très intéressante. Et pour l'instant, alors, on n'est que sur 4 tomes. Il y en a déjà 2 décrits. Le 3e tome a déjà son thème. Le 4e, on n'est pas très sûr, mais a priori, c'est pas forcément ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très très riche et qui pose des tas de questions. Oui, et après Manu, sur lequel on peut se faire censurer également. Oui, après, voilà, ça ferait de la publicité. Après, là encore, je pense qu'en parlant de la forêt et de la nature au Brésil et en Amazonie, on va aussi plus ou moins aborder ce sujet de peut-être pas purement religieux, mais culturel en tout cas, sur la vision de la nature, parce que pour en avoir déjà parlé avec nos premiers contacts brésiliens, ils n'ont pas le même regard sur ce qu'est la forêt et l'utilité de la forêt, sa force vitale que nous en Occident. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de voyager un peu de tome en tome, c'est d'avoir d'autres regards culturels aussi sur ces sujets-là. Et une grosse partie du travail aussi avec nos contacts, là, ce qu'on disait avec Maëlys il y a quelques jours, c'est de se décentrer un petit peu de notre vision franco-française et de bien comprendre aussi sur place qu'est-ce que ça représente pour eux. Voilà, c'est aussi une ouverture culturelle, voire religieuse et spirituelle qu'on pourra, en tout cas qu'on essaiera dans la mesure de nos moyens un petit peu de distiller dans le roman. Comment vous avez fait pour vous mettre dans la peau des ados?
Alors, ils vont peut-être. Je pense qu'ils peuvent vous répondre sur leur bonne connaissance des adolescents. On a tous des connaissances différentes. Moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours d'adolescents avec lesquels je travaille pour des ateliers sur les thèmes qui les intéressent. Et après, Manu et Emma, ils vont vous répondre plus sur leurs connaissances très, très fines et quotidiennes. Merci. Alors, ma première réponse qui peut forcément bonne à prendre, c'était comment on se met dans la peau des ados. On en a dépecé quelques-uns. Donc voilà, c'était juste une blague mauvaise. Voilà, là aussi on va être censuré. Et sinon, il se trouve que oui, effectivement, Manu et moi possédons 4 adolescents. Non, c'est eux qui nous possèdent. Je ne sais jamais dans quel sens ça marche. Mais en tout cas, voilà, on fréquente assidûment 4 adolescents puisqu'on a des enfants qu'on a vu grandir et qui ont évolué vers l'adolescence, complexe, etc. Donc on voit à peu près de quoi c'est fait, on vit avec, on supporte, on aime. On essaie de s'identifier aussi à ça parce que ça nous rappelle quelques souvenirs aussi, puisqu'il paraît qu'on y est passé aussi. Et du coup, oui, on baigne un petit peu dans ce milieu, donc voilà, ça ne nous est pas totalement étranger. C'est aussi la question qu'on peut poser à n'importe quel écrivain, comment il se met dans la peau du personnage qui n'est pas lui. Donc après, c'est le travail des auteurs de créer des personnages et qu'ils aient l'air d'être véritables et réels. Voilà. Après, c'est sûr que sur la thématique de l'adolescence, c'est bien d'en avoir des spécimens pas loin pour coller un peu à leur façon de parler, leur façon d'être et leur centre d'intérêt. Mais c'est une question qu'on peut poser à n'importe quel romancier sur la fiction et sa vraisemblance. Et là, je crois qu'on a un panel d'auteurs qui maîtrisent bien ce sujet. Il vient de dire qu'il avait été adolescent très tard et qu'il était encore un très grand adolescent. Il y a d'autres questions? Non. Alors, je crois que vous allez enchaîner avec des dédicaces. Je ne sais pas si vous êtes... Après, peut-être.